s'intéresser à la mécanique au niveau de la première. À travers deux exercices, on va s'intéresser au calcul du vecteur vitesse et à sa représentation. Et puis à partir de là, une fois qu'on a les vecteurs vitesse, on peut s'intéresser à la variation de vecteur vitesse et sa relation avec les vecteurs force. Et donc la force résultante qui est la somme des forces. Donc on va prendre deux exercices afin de traiter de ces cas pratiques. Donc dans les exercices, la première chose à bien voir, c'est que on a plusieurs types d'informations. Déjà, très souvent, une chronophotographie, c'est-à-dire un ensemble de points position de l'objet qui se déplace. Donc ici, c'est du ski nautique avec la skieuse qui est repérée et puis un bateau qui se déplace. Le bateau ici, il y a une seule position, mais en fait, il est en train de se déplacer tout du long. Ensuite, ici, on retrouve la chronophotographie. Pour chaque chronophotographie, on a une échelle de temps. Une échelle de temps ici, avec la durée entre deux positions consécutives, notée tau. Tau, c'est un intervalle de temps, on peut le noter aussi delta t. Et on a une échelle d'espace, c'est-à-dire une échelle de distance, puisqu'on va placer, positionner l'objet dont on étudie le mouvement. Donc ici, on a une échelle qui est fournie par l'intermédiaire d'un segment et des 20 mètres. Là, on a 1 centimètre avec ce petit segment ici. Donc on utilisera ces échelles pour pouvoir calculer le temps ou calculer les distances. Dernière chose, on fait attention. Donc dans les textes ici, on va avoir besoin de représenter ici la masse. On aura besoin de la masse à partir du moment où on s'intéressera à la somme des forces, puisque la masse intervient en s'opposant aux modifications du mouvement. Alors, attaquons donc le premier exercice. Alors, pour ce premier exercice, on nous demande dans quel référentiel les positions de la skieuse ont-elles été relevées. Donc on a plusieurs types de référentiels. Le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, c'est le référentiel d'un point de la Terre. Donc par exemple, la salle de classe, le plan d'eau sur lequel va se déplacer la skieuse. Et donc pendant l'expérience, on considère que ce référentiel est immobile et du coup on a ici un référentiel qu'on dit galiléen. Alors l'immobilité, c'est pas tout à fait la définition du référentiel galiléen, mais on va considérer qu'il est galiléen et on va négliger la rotation de la Terre, rotation propre de la Terre autour de ses axes. Donc ici, dans quel référentiel de position la skieuse a été révélée? C'est le référentiel terrestre. Le fait qu'il soit galiléen, ce référentiel permet d'appliquer les différentes lois de Newton. Alors ensuite, on nous demandait de décrire le mouvement de la skieuse, nature de la trajectoire et évolution de la vitesse dans ce référentiel. Donc décrire un mouvement, la nature d'un mouvement, c'est toujours décrire la trajectoire et décrire l'évolution de la vitesse. Ainsi, ici on a une trajectoire qui n'est ni un cercle ni une ligne droite, donc on aura un mouvement curviligne, une curve en anglais ça veut dire courbe. Donc ici on sera curviligne et on va évaluer la variation de vitesse, c'est-à-dire l'évolution de la vitesse. Donc plusieurs variations. Comme l'intervalle de temps entre les photos est constant, eh bien on va s'intéresser juste à la longueur des segments et regarder comment ils évoluent de façon qualitative. De 1 à 4, on voit que les segments se raccourcissent, du coup la vitesse diminue, on aura un mouvement ralenti. De 4 à 8, on aura des segments qui s'agrandissent, on aura un mouvement accéléré, puis de nouveau ralenti jusqu'à 11, puis de nouveau accéléré jusqu'à 15. Ce qui nous donne, au final, des phases accélérées de 4 à 8 et de 11 à 15, et des phases ralenties de 1 à 4, puis de 8 à 11. Et enfin, on nous demande de déterminer la norme des vecteurs delta V4 et delta V9. Donc là, on a delta V4 et delta V9, qui sont les variations de vecteurs vitesse au cours du mouvement au point 4 et au point 9. Alors, comment on fait ça? Pour réaliser la détermination de la norme du vecteur V4, il va falloir construire le vecteur delta V4. Alors le vecteur delta V4, c'est la variation de vitesse au point 4. Ainsi, par définition,
La meilleure estimation qu'on ait de cette variation de vecteur vitesse, c'est de prendre la vitesse précédente, v3, la vitesse suivante, v5, et d'en faire la différence. Ainsi, il nous faudra construire à l'échelle v5 moins v3, et ensuite d'en mesurer la norme. Donc pour ça, il va falloir déterminer la valeur du vecteur v5 et sa direction et son sens. Alors pour sa direction et son sens, on va s'appuyer sur le dessin. Donc là, on va faire une estimation de la direction et du sens du vecteur vitesse géométrique. Et pour le vecteur v3, on va faire la même chose. Et ensuite, une fois qu'on aura les deux valeurs de vecteur vitesse et ensuite les sens et directions de chacun des deux vecteurs, on pourra construire géométriquement la différence entre v5 et v3. Alors déterminons les valeurs. Alors pour déterminer les valeurs du vecteur vitesse au point 3, on va mesurer la distance précédente, la distance suivante, et on va diviser par l'intervalle de temps s'écoulant pour parcourir ces deux distances. Soit ici, 2 taux, puisque ici entre 2 et 3, on a taux qui s'écoule, puis entre 3 et 4, on a encore un intervalle de temps noté taux ici. Donc on va venir faire ces calculs, ce qui conduit à 1,2 cm sur le plan entre 2 et 3 et 1, entre 7 et 8, donc 0,75 cm entre 3 et 4, soit ici 1,20 plus 0,75 fois 20 sur 2,80. Le 20 est une valeur exacte qui est donnée. Le 2,80, ben, comme je suis pris ici à la demi-graduation de ma règle, donc j'ai bien deux chiffres après la virgule, ce qui nous permet d'avoir une certaine précision dans nos calculs. Et ça, c'est la distance avec ici le facteur d'échelle. 20 mètres divisé par des centimètres multiplié par des centimètres. Donc là, on a bien notre bonne unité en mètres pour notre calcul de distance. Et on va diviser par 2 taux. 2 taux, ce qui nous donne donc 2 fois delta t, 2 intervalles de temps entre les points 2, 3, puis 3, 4, ça fait 2 intervalles de temps au total. Et ici, on conduit le calcul, ce qui nous donne une valeur de vitesse de 17,4 mètres par seconde. Donc là, on reprend. Ici, ce sont des mesures en centimètres, ce sont les centimètres sur le plan. Ici, 2,80, c'est la valeur en centimètres de l'échelle. Donc on a des centimètres divisés par des centimètres, ça se simplifie. Il nous reste 20 mètres, donc on a bien des résultats en mètres. Et ici, delta t était en secondes, donc ça nous donne bien des mètres par seconde. On reprend la même chose pour V5 et on trouve 16,1 mètres par seconde avec les chiffres significatifs appropriés. Alors ça dépend évidemment de la règle utilisée, peut-être qu'on peut avoir quelques écarts sur la prise de mesure, mais on doit trouver autour de ces valeurs-là. Alors comment on fait maintenant pour calculer, pour déterminer delta V4? Alors là, ce sont des vecteurs, il va falloir faire une soustraction vectorielle, donc on va utiliser une échelle. Bon, là, je vous propose de prendre l'échelle 1 cm qui va représenter 10 mètres par seconde. Alors, comme ça permet de faire 1,7 cm et 1,6 cm et de construire donc nos vecteurs. Alors, comment on va construire nos vecteurs? Prenons l'exemple de delta V5, de V5 par exemple le vecteur vitesse V5. Donc le vecteur vitesse V5, c'est le vecteur vitesse au point 5. Donc là, ce vecteur vitesse au point 5, si on trace un segment qui va de 4 à 5, on va faire une estimation de la vitesse dans une direction qui sera incorrecte, puisque juste après V5, on va avoir une vitesse qui va vers 6. Donc on voit bien qu'on a des gros écarts de direction, puisqu'on est en train de tourner. Donc pour avoir une meilleure estimation, eh bien, il faudrait tracer la tangente, parce qu'on sait que le vecteur vitesse il est tangent à la trajectoire. Et qu'une tangente, eh bien, une tangente est parallèle à une corde autour de V5. Donc la corde, c'est pour un segment qui serait assimilable à un cercle, donc une courbe, eh bien c'est le trait qui va relier le point avant et le point après. Donc ça va nous donner une meilleure estimation de la tangente au point 5. Ainsi, pour faire le tracé, eh bien on va ici placer sa règle comme ceci. Donc moi je vais la placer comme ça, voilà, hop. Et sur ma feuille, je vais reproduire ici une direction. Hop, ici. Donc ça va être mon vecteur porté par mon vecteur V5. Et puis, ce vecteur V5, eh bien, je vais le faire d'une longueur égale à 1,6 cm. Donc voilà, il va faire 1,6 cm. Donc je vais aller de là à ici, dans le bon sens, puisque c'est plus V5.
Donc voilà, je vais partir dans ce sens-là. Ensuite, je vais décaler ma feuille et venir construire le vecteur moins, euh, moins V3. Donc mon vecteur V3, il est ici. Je vais construire une parallèle ici. Je continue cette parallèle pour revenir sur ma feuille. Et donc je vais faire moins V3. Donc V3, c'est un vecteur qui va venir. Donc V3, ça serait dans ce sens-ci. Et donc notre vecteur V3, moins V3, il va être parallèle ici, là, clac, mais il va être dans l'autre sens. Et ici, on va avoir moins 1,7. Donc là, j'ai 1 cm, 1,7. Voilà. Ça, c'est le vecteur moins V3. Et là, on a le vecteur V5. Et à partir de ce tracé, eh bien, on peut déterminer V5 moins V3 vectoriellement. Donc là, on va... C'est peut-être pas judicieux mon petit dessin là, mais on va avoir ici hop, un vecteur V5 moins V3 qui va se trouver être ici. Donc là, on fait la construction avec les parallélogrammes. Cette construction-là, vous le faites sur votre feuille. Et du coup, eh bien ici, on va construire voilà, un vecteur de longueur 1,6 qui est là. Du coup, ça nous donne cette direction par là. Et cette direction, eh bien, je la fais parallèle. 8, tac. Et du coup, maintenant, je construis ma longueur associée. Donc là, ici, tac, on arrivait là. Hop. Donc là, tac, tac, 1,6. Hop. Donc là, on a notre parallélogramme. Et notre longueur de vecteur delta V4, eh bien, c'est le segment qui est ici. Et donc là, on a une valeur de 2,5 cm. Donc 2,5 cm, voilà. C'est notre delta V4. Et comme on a une échelle ici de 1 cm représente 10 mètres par seconde, ça veut dire que la norme du vecteur delta V4 va être égale à 25 mètres par seconde. Alors, quelles sont les critiques que l'on pourrait faire? On passe d'une vitesse de 17 mètres par seconde à 16 mètres par seconde, c'est-à-dire 1 mètre par seconde d'écart. Et on voit delta V4 de 25 mètres par seconde. Alors on pourrait se dire, mince, mais c'est terrible cette variation, il y a un écart gigantesque, j'ai sûrement fait une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, pourquoi? Parce qu'on oublie la dimension vectorielle. En fait, on est en train de faire un changement de valeur de vitesse en termes de vecteur. La signification physique, elle est tout autre. La signification physique, elle est liée à la somme des forces. Et c'est peut-être ça le point clé de notre exercice. Cette somme des forces extérieures appliquées sur le système, eh bien, elle va, comme c'est une somme de vecteurs force, la somme de vecteurs force, ça donne un vecteur force. Ce vecteur force, on l'appelle la résultante. Parce que moi, je note la force totale. Et cette force totale, en physique, Newton, par sa seconde loi, l'a exprimée, l'a reliée à la variation de vecteur vitesse, comme suit. Tout d'abord, eh bien, il l'a relié à une variation de vecteur vitesse par unité de temps. En effet, plus une force va agir, plus elle va faire varier la vitesse. Donc ça paraît assez cohérent. C'est ce qu'on va appeler en terminale l'accélération. Mais si notre système est massif, eh bien la masse va s'opposer à la variation de vitesse. C'est-à-dire que si une force agit sur un objet massif, son effet sur la variation de vitesse sera beaucoup plus petit. Alors, on a l'expression la force totale, donc la résultante, la somme des forces donnera la force totale. Cette résultante, vectoriellement, elle est égale à la masse multipliée par la variation de vitesse divisée par l'intervalle de temps. Donc là, on voit que si, pour une force totale donnée, si la masse est grande, la variation de vitesse est petite. Si la masse est petite, la variation de vitesse va être grande. L'intervalle de temps delta t, le temps d'action. Donc du coup, là, ça va pouvoir influer sur nos paramètres. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, on est en train de dire que finalement,
la force totale va être très très grande, et c'est logique. Pour ramener l'objet en mouvement qui se déplace à 16 mètres par seconde dans une direction et le ramener dans l'autre direction par 16 mètres par seconde, eh bien il faut que cette force totale soit grande, c'est-à-dire que la valeur de l'accélération ici soit suffisamment importante pour que dans le temps imparti, eh bien, ça revienne dans une autre direction. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la comparative des valeurs que l'on pourrait avoir. Hein. La différence de valeur V5 moins V3 n'a rien à voir avec la différence de vecteur. Donc surtout, faire très très attention à ne pas donner d'importance comparative entre les normes des vecteurs que l'on va calculer. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Et puis on recommence pour delta V9, dont la solution est, pour V8 on trouve 25,89 mètres par seconde, pour V10 on trouve 16,96 mètres par seconde, et delta V9 par construction, eh bien on va faire V10 moins V8, et du coup ça nous donne le petit vecteur vert ici que j'ai représenté au point numéro 9. Donc si on en fait le dessin, c'est la variation de vitesse au point 9, donc on aura ici cette variation de vitesse de 10 mètres par seconde, ça fait 1 cm ici, et donc avec la même échelle que précédemment, 1 cm représente 10 mètres par seconde, ça nous donne notre valeur. Alors moi je vous conseille, quand vous avez des dessins, de dessiner tous les vecteurs de la même unité dans la même couleur. Ça évite de faire après des associations de vecteurs qui ne soient pas les bonnes. Bon là j'ai gardé qu'une seule couleur parce qu'on n'avait pas grand chose à faire, mais il peut arriver qu'on ait des vecteurs force sur un dessin, des vecteurs vitesse, des vecteurs accélération. Peut-être que ça peut être intéressant de les dissocier par la couleur. Voilà. Donc j'espère que cet exercice-là vous a permis de débroussailler la construction de vecteur vitesse et la construction de variation de vecteur vitesse. Voilà. On va attaquer l'exercice 2 dans lequel on va expliciter l'utilisation maintenant de cette force totale. Alors dans cet exercice 2, eh bien qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici, hop, donc une chronophotographie. Cette chronophotographie est assujettie à un ensemble de questions. Dans ces questions, on retrouve la masse de 250 grammes, un intervalle de temps tau égal à 50 millisecondes, et puis on étudie des phases de mouvement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une phase de mouvement? Donc pour ça, on va donc préciser le référentiel d'étude. On doit toujours le faire dans tous les exercices, même si ce n'est pas demandé. Ensuite, trouver la nature du mouvement dans les phases de mouvement. Les phases de mouvement, ça va correspondre physiquement à l'endroit où on peut faire une somme des forces, qui ne change pas au cours de cette partie du mouvement. Dès qu'on change de phase, ça veut dire qu'il y a une force, une action mécanique qui a varié. Soit il y en a une en plus, soit il y en a une en moins, soit il y en a une dont la valeur a évolué. Et à ce moment-là, en tout cas, il y a un changement majeur. Donc du coup, ces phases de mouvement, eh bien, elles vont permettre de faire une analyse a priori de ce qui se passe. Et puis ensuite, eh bien, on va faire les calculs. Voilà, voilà. Alors, du coup, revenons au texte. Donc là, on a, hop, ici, tchic, paf. On a donc une table horizontale sur laquelle on va avoir un mobile en mouvement. Et donc ce mobile en mouvement, on va préciser son référentiel d'étude. Alors sur une table horizontale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur cette table horizontale, on va avoir un, petit bilan des forces. Donc cette table horizontale, on peut la schématiser comme ceci. Comme elle est horizontale, on a le mobile en mouvement qui est autoporté, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Il a une réaction du support sans frottement qu'on appelle la réaction normale, et puis on va avoir le poids qui va s'exercer verticalement vers le bas. Et du coup, les deux forces ici, qui sont les deux seules forces verticales, vont se compenser, ce qui fait que cette somme des forces sera nulle. Et puis on va mettre l'objet en mouvement, et sur ce mouvement horizontal, on lui fait décrire dans un premier temps, on met une corde tendue ici, et l'objet va se déplacer, puis la corde va se rompre, ce qui va changer le bilan d'action mécanique. En effet, sur cette partie-là du mouvement, on va avoir la tension de la corde, souvent la note T,
Et ici, eh bien, la tension de la corde aura disparu. Donc du coup, eh bien, le bilan des forces, puisqu'on avait dit que Rn plus P était nul, avant, on a un bilan qui est T plus Rn plus P égale vecteur nul, pardon, est égal à la somme des forces. Je suis allé un peu vite. Et puis ici, on a Rn plus P. Comme T a disparu, c'est égal à la somme des forces. Voilà. Donc ça, ce sont les bilans des forces que l'on a avant et après dans les deux phases du mouvement. En statique, si on pose le mobile et qu'on ne lui donne pas de mouvement, on attend de voir ce qui se passe, on fait le bilan Rn plus P. Et donc en statique, on constate que ça, c'est le vecteur nul, puisqu'il n'y a pas de modification du mouvement, l'objet reste statique. Et à partir de là, eh bien, on peut commencer à faire notre étude mécanique. Donc ici, somme des forces égale vecteur nul, on retrouve le principe d'inertie. Donc là, on a un mouvement qui va être lié à ce principe d'inertie. Et puis ici, on a une somme des forces qui est non nulle, dont la contrainte, c'est la tension du fil qui va exercer une action sur notre objet en mouvement. Notre objet démarre avec une certaine vitesse, puisqu'on voit que la chronophotographie, il y a une vitesse initiale qui est non nulle, hein, les points sont directement espacés. Alors, prenons cette chronophotographie, et ça, donc, c'est une petite représentation a priori. C'est toujours intéressant de pouvoir faire des dessins, par contre, c'est difficile à faire. Donc là, on ne demandait pas de faire un dessin, mais je le fais pour qu'on ait une meilleure compréhension de ce qui se passe. Maintenant, si on revient aux, aux questions. Première question, on est dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Donc on fait toujours ça. On prend un référentiel et on le suppose galiléen, ce qui nous permet d'appliquer les lois de Newton de la mécanique. Donc là, c'est le référentiel terrestre, il est supposé galiléen, et c'est parti, on peut travailler. On demande la nature du mouvement pendant la première phase. Donc deux phases. Première phase de M0 à M12. Donc première phase, on est de M0 à M12. Donc ici, on a la première phase du mouvement, phase 1. Et ensuite la phase 2. La phase 2, le fil se rompt et du coup, tout de suite on peut voir que l'espacement entre les points est le même, que la trajectoire est rectiligne. Le mouvement est donc rectiligne uniforme, ce qui veut dire que la somme des forces est nulle et c'est bien cohérent avec l'analyse mécanique qu'on avait faite juste au-dessus. La somme des forces totales est égale au vecteur nul. Donc là, c'est cool parce que déjà on a un petit peu de résultats. Alors maintenant, restons sur cette autre phase. Première chose, sur les vitesses. On va aller qualitativement sur la valeur de vitesse en mesurant l'espace entre les segments. Donc là, 0,8, 0,8, 0,9, 0,8, 0,8, 0,8, ouais, 0,85. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que tous les espaces sont quasiment les mêmes. On va vérifier quand même sur la fin. Mais là, on a du 0,85. Et puis ici, on a du 0,8. Donc on a bien des espaces qui sont régulièrement espacés. Du coup, la nature du mouvement, déjà, c'est uniforme. Reste à préciser la nature de la trajectoire. Donc la nature de la trajectoire, ça peut être curviligne ou circulaire. Alors comment on peut savoir si c'est curviligne ou circulaire? Bien, ici, on peut dire c'est un fil tendu. Donc si c'est un fil tendu inextensible, hein, c'est marqué dans le texte, fil tendu inextensible, ça veut dire que la trajectoire va être circulaire. Alors comment vérifier aussi géométriquement que cette trajectoire est circulaire? Eh bien on va tracer des cordes. Donc ici, on trace une corde, on en trace une deuxième, on en trace une troisième, et on va tracer les perpendiculaires à cette corde qui passe par le point central. Si jamais c'est circulaire, eh bien ces cordes devraient se couper au même endroit. Tac. Hop là. Et du coup, est-ce que c'est le cas? Eh bien, on a quasiment ça, ouais, qui
tous les cordes qui vont se recouper à peu près au même endroit, hein. Vous voyez ici, on est vraiment moitié-moitié, on est bien perpendiculaire. Donc on trouve que ici il y a bien un centre de courbure qui est commun. Donc là on a un point commun, c'est le centre de cercle. Alors pourquoi il y a une petite différence? Déjà, parce que j'ai travaillé à l'équerre, pas vraiment. Et puis ensuite, nos points, quand ils ont pointé, on a vu qu'il y avait des écarts de segments de 0,05. Alors ces 0,05 vont amener des petites variations autour de ce point. Mais en gros, globalement, c'est quand même au même lieu géométrique. Si on prend ici ceci et là, bon ben du coup vous voyez que paf, on arrive au même endroit. Et ici, si on prend la perpendiculaire ici au point 12, voilà, si on est là, donc le fil se casse. Donc ici, on va bien avoir quelque chose qui va être voilà, comme ça. Et si on prend la perpendiculaire, bon, le fil se casse en 12, le temps qui se casse. Bon bah voilà, on voit que ici, notre trajectoire elle va bien être circulaire. Voilà. Donc ça c'est juste pour rappeler comment on peut trouver le centre d'un cercle. On a une trajectoire, on prend des segments qui forment du coup des cordes, c'est-à-dire le point d'avant, le point d'après, au point, et on trace après la perpendiculaire à cette corde telle qu'on ait l'égalité des deux segments avant. Alors ici, comme on est censé passer par ce point-là, on peut passer aussi par ce point-là, et, euh, et du coup ça nous donne le centre du cercle. Alors maintenant, on nous demande de calculer, de dire donc ces circulaires uniformes, on nous demande la valeur de la vitesse V4 du mobile à la position M4. Donc là, comment on va faire? Vu que notre mouvement il est circulaire uniforme, on peut se contenter de prendre juste un segment entre deux points. Donc là, on a le point 4. Donc on peut prendre le segment avant. Donc là, j'ai 0,8. On prend le segment après et j'ai 0,8. Normal, il est circulaire uniforme et on divise par 2 delta t. Ce qui veut dire que ici, eh bien, notre mouvement, notre vitesse V4, ça va être égal à 0,8 cm sur le plan. Et on va utiliser le facteur d'échelle divisé par delta t. Delta t, ici, c'était 50 millisecondes. Donc 50 millisecondes que l'on convertit en secondes. Et ici, on va multiplier par le facteur d'échelle. Donc comme les multiplications et les divisions sont des mêmes ordres d'opération, je peux multiplier l'ensemble du résultat par le facteur d'échelle. Et donc le facteur d'échelle, c'est 1 cm sur le plan que je convertis en mètres, divisé par la longueur de ce segment. Donc sur mon schéma, alors il est évident qu'ici on n'a pas tout à fait le même schéma, puisque moi j'ai une version que je vais imprimer réduite. Donc voilà, à chaque fois le facteur d'échelle, il faut prendre sa règle. Et moi ça fait 0,9. Donc ici ça fait 0,9 cm. Donc centimètres sur le plan divisé par des centimètres sur le plan, et il reste ici une conversion en mètres, donc on a bien des mètres par seconde, soit en valeur numérique V4 égale à... Alors prenons notre calculatrice, et, et on trouve 0,177,777 avec les mesures que j'ai fournies. Donc là, on a du 0,80 parce que j'ai mesuré à la demi-graduation près, donc 0,80. Ici 0,90, j'ai deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. Donc je vais aller à l'écriture avec deux chiffres significatifs, c'est-à-dire 0,18 mètres par seconde. Donc 0,18, parce que j'arrondis le 7 au plus proche. On trouve ici 0,177, donc deux chiffres significatifs, et on arrondit le 7 qui est suivant au plus proche, donc 0,18. Voilà pour la valeur de la vitesse V4. Hop. Ensuite, on nous demande de prendre une échelle de 4 cm pour 0,1. Donc ici, ça nous fait une échelle, donc on multiplie par 4 ce résultat, et ça nous fait 4, et on divise par 0,1, ce qui nous donne 7 cm de représentation. Donc si on veut aller par là, on va mesurer ici un vecteur V4 de 7 cm, et on prend donc du coup la parallèle. Alors moi, comme j'avais fait une petite réduction de mon schéma,
Et bien ici, je prends une échelle qui est plus petite. Donc du coup, je vais prendre 3,5. Donc 3,6. Je vais diviser l'échelle par 2. J'ai pris 1 cm, 2 cm pour 0,1. Ce qui nous fait ici 3,6 cm pour ce vecteur V4. Voilà, 3,6 cm pour ce vecteur V4. Et on le place au point 4 parallèlement à l'arc de cercle, donc à la corde ici pour que le vecteur V4 soit tangent, puisqu'un vecteur vitesse est tangent à la trajectoire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà pour le tracé de V4. Alors ensuite on nous demande 5 de tracer la variation de vitesse V4 au point M4. Alors l'avantage ici, c'est que on a, alors je vais reprendre un dessin, on a donc ici 0,8 et puis ici 0,8 et on a notre valeur de vitesse. Comme notre mouvement il est rectiligne uniforme, et bien ça veut dire que V5 ça fait 3,5 cm. Donc là je vais et V3 et V5 en valeur sont égales à V4 en valeur. Donc là on est au point M4 de vitesse V4 et on va calculer la variation, dessiner la variation. Dessiner la variation, c'est donc dessiner le vecteur V5. Donc je vais le dessiner parallèlement et prendre ici une valeur de 3,5 cm. Voilà, pouf. Et je vais dessiner moins V3. Alors moins V3, mon vecteur V3, il est à peu près comme ceci. Et pareil ici, 3,5 cm. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que ce vecteur ici, il est... Ça, c'est delta V4. Delta V4. Ce vecteur, il est orienté. Alors là, si vous avez fait un dessin précis, ou plutôt on va dire chanceux, vous allez tomber exactement sur la corde. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent de tomber sur cette corde? Eh bien oui, c'est cohérent. En effet, la somme des forces est égale à la force totale. Et cette force totale, elle est égale à M delta V sur delta T. Ce qui veut dire que la variation de vecteur vitesse est collinéaire et de même sens que la force totale. Alors collinéaire, c'est la relation que l'on a là. Un vecteur est égal à k fois un autre vecteur. Mais ici, m divisé par delta t c'est le temps c'est la variation de temps, elle est positive. La masse est positive, donc le coefficient est positif, donc je suis collinéaire et de même sens. Or, la seule force qui agit, c'est cette tension du fil. Et la tension du fil, eh bien, puisque le fil est raccroché au centre ici, cette tension du fil, elle va être vers ici. Ça, c'est la tension du fil. Et ça, c'est la variation de vitesse. Donc, est-ce que c'est cohérent d'avoir ceci? Bah oui. L'objet du fil, c'est d'empêcher ce mobile de quitter, de s'éloigner du centre. Et donc, ça va le faire tourner. Et du coup, on nous demande de faire un bilan des forces et d'estimer. Donc le bilan des forces, je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, sur cette portion ici, on a T plus Rn plus P. On fait toujours une étude en statique des forces qui sont représentées. Après ici, on peut très bien dire, pour montrer que ce qui nous intéresse, on est dans le plan horizontal. Donc dans le plan horizontal, c'est les coordonnées X, Y. Bon, donc on va avoir les coordonnées de Rn. Elles sont purement verticales, 0, 0 plus Rn. Les coordonnées de P sont purement verticales, 0, 0 moins Mg, puisqu'on est vertical mais vers le bas, la coordonnée va donc être négative. Et puis le T, on aura une coordonnée Tx, une coordonnée Ty et on aura une coordonnée 0 puisqu'on est dans le plan horizontal. Donc du coup on aura une coordonnée verticale qui sera nulle. Ce qui montre bien ici que le mouvement, donc la vitesse est dans le plan horizontal, ce qui veut dire que la variation de vitesse est dans le plan horizontal, et du coup, il y a une variation de vitesse vers le haut qui est nulle.
ce qui montre bien que si on fait la somme de ces vecteurs, eh bien on va trouver ici un vecteur global de m delta t fois delta v égale à 0 verticalement. Et puis on aura une variation Vx et delta Vy. Alors là, il faut corriger de m divisé par delta t ici pour qu'on ait l'égalité. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, pas de variation, donc ça ne nous intéresse pas trop. Et là, on va retrouver bien, notre vecteur t, qui finalement c'est tx ux plus ty uy, qui est égal à cette variation de vitesse. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? Donc ça, c'est l'explication un peu qualitative. On oublie, on donne du sens physique, voilà, avec des coordonnées. Ici, Rn plus P, c'est nul. Une étude en statique peut le confirmer. Je pose un objet sur une table, il ne bouge pas, si la table est parfaitement horizontale. Ensuite, j'ai un mouvement contraint par notre tension. La somme des forces vaut donc T. Donc du coup, j'ai T qui est égal à M delta V sur delta T. Et qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande d'estimer la valeur de la somme des forces totales, puis estimer la valeur de la tension du fil. Donc la somme des forces totales, c'est somme des forces. Voilà, c'est la même chose que la tension du fil ici, puisque la force totale, c'est la tension du fil. Et on demande d'estimer cette valeur. Donc pour estimer cette valeur, il nous faut faire quoi? Il nous faut la norme de delta V. Donc là, allons-y gaiement. On a dit 2 cm pour 0,1. Là, moi, je mesure 1,1 cm. Donc ici, delta V en norme est égal à 1,1 cm multiplié par le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle, pour moi, c'était 2 cm. 2 cm pour 0,1. Donc ici, fois ici, 0,1 mètres par seconde divisé par 2 cm. Ce qui nous donne comme valeur de vitesse, de variation de vitesse, 0,10 fois 1,1 divisé par 2. Et ça nous donne 0,055. Ça, c'est 0,055 mètres par seconde. 0,055 mètres par seconde. Cette valeur de vecteur vitesse en norme, je vais donc ici prendre sa norme et ça va me donner la norme de t. Si je multiplie par la masse, mais on fait attention, la masse elle est utilisée en grammes, donc je vais multiplier par 0,250 pour que l'on ait des kilogrammes, elle est donnée en grammes dans le texte. On avait 250 grammes et je vais diviser par 0,050, c'est-à-dire 50 millisecondes, ce qui va me donner une estimation de ma tension du fil. Et là, je trouve une tension de fil en norme qui est égale à donc 0,055 divisé par 0,050. Donc ça fait à peu près 1 fois 0,250 kg. Et donc ça nous fait 0,275, c'est cohérent. L'unité étant le newton. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cet exercice-là? Et qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Bon, il faut retenir la relation de la seconde loi de Newton, qui sera donnée en terminale avec ici l'expression de l'accélération. Et il va falloir extraire soit la force à partir de delta V, soit delta V à partir de la force. Alors, pour obtenir delta V, on l'obtient par construction graphique donc de V suivant. Donc, hop, V5 moins V3, V suivant moins V précédent quand on calcule delta V au point considéré ici. Donc là, on fait attention à cette construction graphique, c'est crucial. On n'oublie pas les échelles et puis on fait les calculs propres avec les unités légales. Donc les unités légales de masse ici, c'est le kilogramme et delta T, c'est en secondes.
avec une vitesse en mètres par seconde. Donc il faut vraiment travailler en unité légale. Voilà pour ce petit exercice. Donc maintenant, il y en a plein d'autres, j'en corrigerai d'autres et je mettrai des petites vidéos. Alors évidemment, la vidéo elle est longue, mais il y a toutes les explications. Vous pouvez accélérer évidemment pour faire ça.